Bonjour tout le monde, ce soir je vais parler à propos de la troisième part. Je vais lire la troisième part de Homo Academicus de Pierre de Bouffier. Merci. Le diagramme plan utilise une des propriétés de l'espace ordinaire, l'extériorité réciproque des objets distingués. Pour reproduire la logique d'un espace de différenciation proprement, propre- proprement théorique, c'est-à-dire l'efficacité logique d'un ensemble de principes de différenciation, les facultés de l'analyse des correspondances permettant de distinguer entre des individus qui ont été construits grâce au traitement statistique des propriétés déterminées par l'application aux différents individus empiriques d'une définition commune, c'est-à-dire d'un point de vue commun concrétisé dans un ensemble de critères identiques. 26. Sur le rôle des rapports spatio-temporels dans la identification des particuliers, voir page F. Stranson, les individus traitent à Ceylon et perdront Paris, Séoul, 1959, pp. 1,64. Est la meilleure illustration de ce qui fait la différence entre l'individu épistémique et l'individu empirique peut être trouvée dans le fait qu'à un moment déterminé de l'analyse, on peut observer que plusieurs groupes d'individus empiriques, par exemple Raymond, Pauline et Frédéric Doloffin, se trouvaient confondus, indiscernables. Ils avaient les mêmes coordonnées sur les deux premiers axes, du point de vue qui était alors celui de l'analyse et qui était inscrit dans la liste des variables retenues à cette phase de la recherche. 27. On pourrait aussi revenir au problème de l'amplification, choisir Lévi-Strauss comme exemple de la classe construite des grands maîtres définis par l'occupation d'une région déterminée de l'espace construit, n'est-ce pas détruire le travail même de la construction en encourageant ou en autorisant les lecteurs à reproduire des propriétés des individus empiriques, mais le choix d'un individu construit par un hasard aurait pas plus de sens, ni davantage le choix de l'individu le plus saturé en propriétés typiques de la classe construite qui représenterait sans doute la moins mauvaise des réalisations de la notion de type idéal. Ce type, cet exemple que j'ai suggéré à dessein pose la question de l'effet de la lecture et du danger de la régression vers la connaissance ordinaire comme simple reconnaissance. La lecture nette du diagramme tend à faire disparaître ce qui fait la vertu scientifique même de sa construction, dans cet espace théorique de différence construit à partir d'un ensemble fini et relativement restreint, restreint des variables explicitement définies. Elle peut retrouver parce qu'il constitue effectivement les principaux ensembles de différences empiriquement constatées dans l'expérience ordinaire, c'est-à-dire des différences même qui n'avaient pas été introduites dans les points de vue initialement adoptés pour les construire, comme les différences dans les prises de position politiques, notamment en mai 1968, où il faudrait les vérifier les différents dans
le, le style de l'œuvre. Tous les tours dotés du sens pratique de placement qui s'acquiert par l'exposition prolongée ou régularité et ou règle de l'univers se reconnaîtra ainsi facilement, trop facilement, si l'on oublie les conditions de construction dans l'espace épistémique construit avec une rigueur et une transparence à soi qui sont complètement exclus de l'expérience ordinaire. Ce sentiment d'évidence se comprend si l'on sait que, à façon d'une carte ou d'un plan bien construit, le diagramme est un modèle de la réalité tel que nous le pratiquons ou plus précisément tel qu'il se relève à nous, dans l'existence ordinaire sous les formes voilées des distances à tenir, à marquer, à annuler par la transgression ou les condescendances, etc., des hiérarchies et des préséances d'affinité ou d'incompatibilité, de style, d'humeur, etc., de sympathie ou d'antipathie, de complicité ou d'hostilité. Et, à ce titre, il peut fonctionner comme la forme objectivée codifiée de, de ces schèmes pratiques de perception et d'action qui orientent les pratiques des ayants les mieux justes à la nécessité immanente de l'univers. En vérité, l'espace multidimensionnel que présente le diagramme veut être une représentation isomorphe du champ universitaire, image vraie de cet espace structure. Il établit entre chacun des ayants et chacun des probabilités des deux espaces d'une corrélation univoque telle que l'ensemble des relations entre les ayants et les propriétés des deux espaces présentant les mêmes structures. Cette structure que la recherche met toujours est le véritable principe de l'être, essentiellement relationné de chacun des éléments et de ses opérations, et notamment de cette stratégie d'agence, et par là du devenir même des éléments et de la structure des relations qui les définissent. On comprend mieux ces analyses faites la difficulté de tout discours scientifique sur le monde social, qui atteint son paroxysme dans le cas d'un discours portant directement sur le lieu même dans lequel son acteur se trouve gagné et engagé. S'il est difficile, sinon impossible, d'éviter que les énoncés enfermant des noms-preuves ou des exemples singuliers ne prennent une valeur polémique, c'est que la lecture substitue presque inévitablement au sujet et à l'objet épistémique du discours les sujets et l'objet pratique, convertissant l'énonciation constative sauvageant construite en dénonciation performative contre l'individu empirique ou, comme on dit, en polémique ad hominem. 28. Si je ne craignais pas de paraître sacrifié à la complaisance narcissique, j'évoquerai la question de la contamination du point de vue toxique du chercheur par son point de vue épistémique, ou les problèmes que pose pratiquement la pertinence à l'espace empirique que l'on s'efforce de soumettre à l'objectivation. Sentiment de trahison, de manœuvre déloyale, voire sans être vu, qui supposait et appelait l'exclusion anxiété de la confrontation en crainte du contact corporel face
à face. On tombait à tout moment sur un circuit Louis, disait Karl Kraus, etc. 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 Celui qui a cru occuper une position dans l'espace de Christ, il sait que son lecteur le sait. Il sait que celui-ci tendra à rapporter la vision construite qu'il va proposer à la position qu'il occupait dans le champ et à la réduire à un point de vue comme une autre. Il sait qu'il verra dans les nuances les plus menues de l'écriture un mais, un peut-être, ou simplement le temps de verbe employé, des indices des parties pris. Il sait qu'il risque de ne retenir de tous les efforts déployés pour produire un langage neutre, dépouillé de toute vibration personnelle qui le fait de griseilles du jeu de cette paille bien chère pour ce qui n'est jamais après tout qu'une forme d'autobiographie. Et il est probable que l'effort du sujet connaissant pour s'abolir en tant que sujet empirique pour disparaître derrière le protocole anonyme de ses opérations et de ses résultats et d'avancer voué à l'échec. Ainsi, l'emploi de la périphrase qui substituerait au nom propre l'énumération partielle des propriétés pertinentes outre qu'il ne serait qu'une apparence d'anonymat, rejoint une des procédés classiques de la polémique universitaire qui désignait les adversaires par des allusions, des insinuations ou des sous-entendus, compris seulement des détenteurs de code, c'est-à-dire en plus de cas du seul adversaire visé. Putain de merde. On est passé ici. Ah oui. La neutralisation scientifique peut ainsi contribuer à conférer au discours de ces surcroît de violence que donné à la polémique. Filtrer de la haine académique l'effacement méthodique de tout signe extérieur de violence. Bref, de même que les noms-preuves constituent et des termes généraux, traces dans les prairies, ours noir, graisse du dos, de l'ours, le poisson remué de la queue, ne fonctionne pas dans la pratique, quoi qu'en dise Lévi-Strauss comme acte classificatoire attribuant au porteur du nombre propre les propriétés désignées par les termes généraux qu'il combinait. La périphrase, les professeurs d'ethnologie au Collège de France, qui voudrait marquer que l'agent ainsi désigné n'est pas l'individu Claude Lévi-Strauss, n'a que très peu d'échanges, sauf mise en garde espèce de très loué, autrement que comme un substitut euphémistique de Claude Lévi-Strauss. Et les concepts construits pour désigner la région de l'espace théorique des positions pertinentes ou, dans les cas particuliers, les classes d'individus définies par l'occupation d'une même région de l'espace construite grâce à l'analyse des correspondances, ont tous les chances de subir les mêmes sorts, soit qu'ils se trouvent éclipsés dans la lecture par les institutions qu'ils recouvrent particulièrement, Collège de la France, École des hautes études, Sorbonne, etc., soit qu'ils fonctionnent comme de simples étiquettes proches des
prénotions réalistes qui ont cours dans la vie quotidienne, et notamment dans les polémiques et qui reprennent à leur compte sans trop savoir ce qu'ils font, les auteurs de typologie. Entre autres raisons parce que l'utilisation rigoureuse de la technique d'analyse des données les plus raffinées, comme l'analyse de correspondance, supposerait une maîtrise parfaite des principes mathématiques sur lesquels elles reposent et des effets sociologiques qu'elles produisent par leur application plus ou moins conscience à des données sociales. Il n'est pas douteux qu'en dépit de toutes les mises en garde des inventeurs, nombre d'utilisateurs et de lecteurs ont peine à assigner leur véritable statut épistémologique aux notions forgées pour nommer les facteurs ou les divisions qu'ils déterminent. En effet, ces unités ne sont pas des classes logiques strictement définies, séparées par des frontières clairement marquées dont tous les membres posséderaient toutes les caractéristiques pertinentes, c'est-à-dire un nombre fini d'attributs, toutes nécessaires et eux-mêmes des règles pour déterminer l'appartenance de telle sorte que la possession de certaines propriétés ne puisse être compensée par la possession de certains autres. L'ensemble d'agents rassemblés dans les mêmes régions de l'espace est trouvé uni par ce que Wittgenstein appelait une ressemblance de famille, une sorte de physionomie commune, souvent proche de celle qui apprendre de manière confuse et implicite l'intuition indigène et les propriétés qui contribuent et à caractériser ces ensembles sont unis par un réseau complexe de relations statistiques qui sont aussi des relations d'affinité intelligibles, plus que des similitudes logiques, que l'analyse doit expliciter aussi complètement que possible et condenser dans une désignation à la fois sténographique et mnémotechnique et suggestive. Là encore, les choix d'écriture sont rendus difficiles par les usages ordinaires, et notamment par la tradition qui consistait à utiliser les concepts et ismes comme emblèmes ou comme injures euphémisées, c'est-à-dire la plus souvent comme des noms propres désignant des individus ou des groupes empiriques. La désignation d'une classe par un concept se trouve ainsi réduite à un acte de nomination, obéissant à la logique ordinaire de ces genres d'opérations, donner un nom unique à un individu ou un ensemble d'individus comme on le voit dans les surnoms, qui, à la différence du nom propre ordinaire, n'est pas en lui-même insignifiant et qui fonctionne à la manière du nom propre selon Lévi-Strauss. C'est adopter un des points de vue comme possible à son sujet et prétendre l'imposer comme point de vue unique, légitime. La lutte symbolique a pour enjeu le monopole de la nomination légitime, point de vue dominant qui, en se faisant reconnaître comme point de vue légitime, se fait méconnaître dans la vérité des points de vue particuliers, situés et datés. 30. À ceux qui tiendraient ces analyses pour une vision personnelle, je rappellerai seulement la place que tiennent
très logiquement dans un univers dominé par, le capital symbolique. Toutes les stratégies visant à accumuler du crédit ou à étamer les crédits des autres, calomnie, dénigrement, diffamation, éloge, critique, ou différents sens, etc. Aussi, pour échapper aux dangers de récupération polémique, pourrait-on songer à désigner chacun des secteurs de l'espace par une pluralité de concepts or à rappeler de chacun des rayons de l'espace ne peut être pensé et parlé par définition que dans sa relation avec les autres, et aussi que dans la pratique que la théorie doit incorporer chacun des secteurs fait l'objet de nominations différentes, voire, 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 voire antagonistes, selon les points de l'espace à partir duquel il est perçu, donner à un individu ou à un groupe le nom qu'il s'est donné. L'empereur, la noblesse, c'est la reconnaître, l'accepter comme dominant, admettre son point de vue, accepter de prendre sur lui le point de vue des parfaites coïncidences qu'il prend sur lui-même. Mais on peut tout aussi lui donner un autre nom, le nom que lui donnaient les autres, et notamment ses ennemis, et qu'il récuse comme insulte, calomnie, diffamation. L'usurpateur, on peut enfin lui donner son nom officiel, conféré par une instance officielle, reconnue comme légitime, c'est-à-dire par l'État, détenteur des monopoles de la violence symbolique légitime. Les catégories socioprofessionnelles de l'INSEE. Dans les cas particuliers, les sociologues, à la fois juges et parties, appuient l'échange de savoir retenu de ces monopoles de la nomination. Et en tout cas, il y a toutes les chances pour que ces désignations fonctionnent aussitôt dans la logique ordinaire et que le lecteur renvoie à l'extérieur du code de l'ennemi, de l'étranger, dont de l'insulte lorsqu'il s'agit de lui-même et de son propre groupe, et que plus que, 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 contraire qu'il s'annexe et le détourner à son profit du code encore de l'insulte, de l'agression polémique lorsqu'elle opérant l'objectivation des autres et de l'autre groupe. Pour lutter contre ces lectures, pour interdire de réduire les instruments d'objectivation généralisée ou armes d'objectivation particulière, il faudrait pouvoir combiner sans cesser, mais au péril de la communication qui exige des désignations simples et constantes, la périphrase méthodique, procédant à l'énumération complète des propriétés pertinentes ou les concepts les plus synoptiques, les plus capables d'évoquer d'une coupe de l'existence des relations qui les distinguent objectivement, c'est-à-dire du point de vue de l'observateur extérieur. 31. Il peut arriver que les concepts les plus synoptique soit associé à un point de vue empirique. C'est le cas des petits bourgeois. Les cultures, les coups pour être usage épistémique et l'usage ordinaire s'imposent alors de manière particulièrement impérative. Et la polynomatie épistémique qui exprimerait bien les différents aspects sous lesquels le même ensemble peut être défini dans sa relation objective à d'autres ensembles, sans oublier d'évoquer la
polynomatie empirique, c'est-à-dire la diversité des noms réellement employés pour désigner les mêmes individus ou les mêmes groupes, dont la diversité des aspects sous lesquels une personne ou, ou un groupe apparaît, apparaît ou autre personne et eux autres groupes à travers laquelle se rappellerait que la lutte pour l'imposition au point de vue légitime fait partie de la réalité objective. 32. Sur la polynomatie telle qu'elle est méthodiquement employée dans le Don Quichotte pour exprimer la pluralité des points de vue possibles sur la même personne, voire el Spitzer Linguistic Perspectives in the Don Quixote, Linguistic and Literary History, New York, Russell and Russell, 1962. Il faut y croire une solide assurance positiviste pour voir dans ces questions d'écriture scientifique les survivances complaissantes d'une disposition littéraire. Le souci de contrôler son discours, c'est-à-dire la réception de son discours, imposait une sociologie, une rhétorique scientifique qui n'est pas nécessairement une rhétorique de la scientificité. Il s'agit pour lui d'imposer une lecture scientifique et non la croyance dans la scientificité de la chose lue en seulement dans les mesures où celle-ci fait partie des conditions tacites de la lecture scientifique. Le discours scientifique se distinguait du discours de fiction du roman, par exemple, qui se donnait plus ou moins ouvertement pour un discours peint et fictif. En ce cas, comme le remarque John Searle, il veut dire ce qu'il dit, il prend au sérieux ce qu'il dit et accepte de répondre, c'est-à-dire les cas de champ de très convaincus d'erreur. 33. 33. J.R. Searle, scène et expression étude de théorie des actes de langage, Paris, de minuit, pp. 101, 118, 19, l'histoire même de l'art et de la littérature, où chaque nouveau système de convention fait apparaître dans sa vérité. C'est-à-dire comme arbitraire les systèmes de convention intérieure rejoint le travail des romancières comme Alain Robbe-Gillet et Robert Ping, notamment dans l'apocryphe, qui, en rappelant ce qu'il avait d'autre que les contrats entre les romancières et les lecteurs, notamment la coexistence de la fiction déclarée et de la recherche de l'effet réel instituée, la fiction comme fiction jusque dans la fiction de réel où s'accomplit sa vérité de fiction. Mais la différence ne se situait pas seulement comme la croix Searle au niveau des intentions illocutoires et un recensement de tous les traits de discours destinés à signifier les modalités toxiques de s'annoncer, à faire croire dans la vérité de ce qui est dit ou au contraire de rappeler qu'il s'agit seulement d'un faire semblant, montrerait sans doute que les romans peuvent recourir
à une rhétorique de la véracité tandis que le discours scientifique peut s'attribuer à une rhétorique de la scientificité destinée à produire une fiction de science, extérieurement conforme à l'idée de l'excellence de la science normale. Se font un moment considéré du discours socialement reconnu comme capable de répondre de ce qu'il avance. Si la scientificité socialement reconnue est un enjeu si important, c'est ce que bien qu'il n'y ait pas enjeu euh, important, c'est que bien qu'il n'y ait pas de force intrinsèque de la vérité, il y a une force de la croyance dans la vérité de la croyance que produit l'apparence de la vérité. Dans la lutte de représentation, la représentation socialement reconnue comme scientifique, c'est-à-dire comme vraie, informée, une part sociale propre et quand il s'agit du monde social, la science donnée à celui qui la détient ou qui donne l'apparence de la détenir, le monopole du point de vue légitime de la prévision auto-vérifiante. C'est parce qu'elle informait la possibilité de cette force proprement sociale que la science, quand il s'agit du monde social, est nécessairement contestée et que la menace de coupe de force qu'elle enfermait est et à susciter surtout de la part des détenteurs du pouvoir temporel et de ceux qui, dans les champs de production culturelle, sont leurs homologues et leurs alliés de ces stratégies de défense dont la plus commune consistait à réduire à un simple point de vue toxique les points de vue épistémiques, ou moins partiellement affranchis des déterminismes sociaux, et les rapportant à la position de chercheurs dans les champs, sans voir que cette stratégie de qualification informe la reconnaissance de l'intention même qui définit la sociologie de la science et qu'on ne pourrait lui donner quelque justification que condition d'opposer au discours scientifique une science plus rigoureuse des limites associées à ces conditions de production. 34. Dire que seule la critique scientifique pourra combattre le travail scientifique fera créer un terrorisme des défenseurs des droits de l'essagisme, et les sociologues se verront ainsi rapprochés soit d'être trop fiables, trop faciles à réfuter, soit trop forts et réfutables. L'importance des enjeux sociaux qui sont liés dans les cas enjeux qui sont liés dans les cas des sciences sociales, ou effets sociaux de scientificité explique que la rhétorique de la scientificité puisse jouer dans ces sciences un rôle aussi décisif. Un jeu ainsi décisif. Tout discours à prétention scientifique sur le monde social doit compter avec l'état de représentation concernant la scientificité et des normes qu'il doit pratiquement respecter pour produire l'effet des sciences et atteindre par là à l'efficacité symbolique et au profit social associé à la conformité aux formes extérieures de la science. Un jeu.
C'est ainsi qu'il est dû être situé, bu, 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 être situé dans l'espace de discours possible sur le monde social et à recevoir une part de ses propriétés de la relation objective qui l'unit à eux, notamment à leur style et à l'intérieur de laquelle se définit de manière grandement indépendante des volontés et des confiances des auteurs sa valeur sociale, son statut de science de fiction ou de fiction de science, l'art que l'on appelait réalisme, réaliste. ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. Bien, muchas gracias. Sí, yo de hecho ya pasé por allá y ya me dieron el recibo de pago. Y es que yo pregunté, no me hicieron. Sí, sí, ya sabía, ya me informaron todo eso. ¿Qué otra cosa? Intenté pagar en línea, pero no pude. De todas maneras, mañana voy a pagar normal. Sí, eso así va a ser. Sí, muy amable. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Oye, quelque chose. À l'intérieur de laquelle se définit, je ne sais pas, de manière rendement indépendante des volontés et des consciences des auteurs, sa valeur sociale, son statut de science, son statut de science, de fiction de science, l'art que l'on appelle réaliste, en peinture comme en littérature, n'est jamais que celui qui est capable de produire un effet réel, c'est-à-dire un effet de conformité au réel fondé sur la conformité aux normes sociales auxquelles on reconnaît à un moment donné ce qui est conformé au réel. De même, le discours que l'on appelait scientifique peut être celui qui reproduit un effet de scientificité fondé sur la conformité au moins apparente aux normes auxquelles on reconnaît, 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 reconnaît la science. C'est dans cette logique que le style que l'on dira littéraire ou scientifique jouait un rôle déterminant. De même que, en d'autres temps, la philosophie professionnelle, en voie de construction, a affirmé sa prétention à la rigueur et à la profondeur, notamment avec Kant. Kant, par un style défini contre la facilité et en la légèreté mondaine, ou Ua Lambert, Calambert, K. Calambert, comme l'a si bien montré Wolf, la Penny, Buffon a compromis par une excessive attention au veut style ses prétentions à la scientificité. De même, les sociologues cas souci exagéré de vieux langage menacerait
dans leur statut de chercheurs scientifiques, pouvant se démarquer plus ou moins consciemment en repoussant les élégances littéraires et en séparant des signes de la scientificité, courbes et tableaux statistiques, voire formalisme mathématique, etc. En fait, les prises, les prises de position dans l'espace de style correspondant étroitement aux positions dans les champs universitaires. C'est ainsi que place devant l'alternative de trois bien écrits qui peuvent proposer des profils littéraires, mais au péril de l'effet de scientificité, et deux mal écrits qui peuvent produire un effet de ferveur ou de profondeur comme en philosophie, mais au détriment du succès mondain. Les géographes, les historiens et les sociologues adoptant des stratégies qui, par-delà la variation individuelle, sont conformées à leurs positions respectives, placent une position centrale dans le champ des facultés des lettres et des sciences humaines. Donc, un schéma est très du système d'exigence les historiens, tout en se dotant des attributs obligés de la scientificité, se montrant généralement très soucieux de leur écriture. Si les géographes et les sociologues ont en commun les montrent plus indifférentes envers les qualités littéraires, les premières manifestant l'humilité de disposition qui conviennent à leur position en prenant la partie du style neutre qui est l'équivalent dans l'ordre de l'expression de l'abdication impériste à laquelle ils se résignent la plupart du temps. Quant aux sociologues, quand, quand, quand sociologues, ils trahissent souvent les prétentions de l'hégémonie inscrite de l'origine dans la classification comtiste des sciences en empruntant alternativement ou simultanément aux autorités les plus puissantes dans les deux champs par rapport auxquels ils sont obligés de se situer, celle de la mathématique souvent utilisée comme signe extérieur de scientificité, ou celle de la philosophie souvent réduite à des effets de lexique 35. Ceci ne signifiait pas que la recherche proprement littéraire ne puisse trouver une justification scientifique, ainsi comme le remarque, quoi remarquer Bertenson à propos de l'ethnologie. La puissance évocatrice du style constitue une des formes indispensables de l'accomplissement scientifique lorsqu'il s'agit d'objectiver les traits pertinents d'une configuration sociale et délivrés par les principes d'appréhension systématique d'une nécessité historique. Quand l'historien du Moyen Âge évoque par l'efficacité propre du langage l'isolement et la désolation de ces paysans qui, repliés sur des îlots de terroirs défraîchis, sont livrés à toutes les terreurs. Ils visent d'abord à reproduire pour le lecteur d'un et par des mots capables de produire un effet de réalité. Le renouvellement de la vision qu'il a dû opérer contre les concepts écrans
et l'automatisme de pensée pour accéder à une compréhension juste de l'étrangeté de la culture carolingienne. On pourrait en dire autant du sociologue qui peut avoir à alterner les lourdeurs de la conceptualisation inséparable de la constitution d'objets et les recherches d'expression destinées à restituer l'expérience construite et unitaire d'un style de vie ou d'un mode de pensée. La connaissance de l'espace social dans lequel s'accomplit la pratique scientifique et de l'univers de possibles stylistiques ou autres par référence auxquels ces choix se trouvent définis amenant à répudier l'ambition scientifique et à repousser la possibilité même de reconnaître et de dire ce qui est, mais à renforcer par la prise de conscience et la vigilance qu'elle favorise la capacité de connaître scientifiquement la réalité. Elle conduit en effet à des mises en question beaucoup plus radicales que toutes les consignes de sécurité et les normes de prudence que la méthodologie assignée à la science normale et qui permettent d'obtenir un meilleur compte la respectabilité scientifique. Le sérieux dans les sciences comme ailleurs est une vertu typiquement sociale, et ce n'est pas par hasard qu'on l'accorde par priorité à ceux qui, dans leur style de vie, comme dans le style de leurs travaux, donnent les garanties prévisibilité et de calculabilité caractéristiques des gens responsable posé rangé. C'est ainsi qu'il ira en priorité à tous les fonctionnaires de la science normale qui, installés dans la science, comme dans la langue, dans un logement de fonction, sont attachés à ne perdre eux sérieux que ce qui mérite de l'être, à commencer par eux-mêmes, c'est-à-dire ce qui compte et sur quoi on peut compter. Oh, il manquait beaucoup de temps. Les caractères sociaux de cette exigence se voient au fait qu'elles concernent à peu près exclusivement les manifestations extérieures de la vertu scientifique. Les plus grands profits symboliques des vents, ils parviennent souvent à ces sortes de parutions de la science qui savent se séparer des signes les plus visibles de la scientificité, en mimant par exemple les procédures et les langages des sciences plus avancés. La conformité ostentatoire ou exigence formaliste de la science normale, tests de signification, calcul d'erreurs, références bibliographiques, etc., et le respect extérieur des prescriptions minimales nécessaires mais sont suffisantes vertus proprement sociales dans lesquelles se reconnaissent d'emblée tous les détenteurs d'une autorité sociale dans le domaine de la science, non pas seulement pour effet d'assurer une dirigeance de grande bureaucratie scientifique, une respectabilité scientifique sans commune mesure avec leur contribution réelle à la science. La science d'intuition tend à instaurer un modèle l'activité scientifique d'une pratique routinisée où les opérations les plus décisives scientifiquement pouvant être accomplies sans réflexion ni contrôle critique puisque l'impeccabilité apparente des procédures possibles est d'ailleurs souvent confiée à des exécutants
détournée de toute interrogation propre à mettre en question la respectabilité du savant et de sa science. C'est pourquoi loin d'être une forme scientiste de la revendication du savoir absolu, une science sociale armée de la connaissance scientifique des sens détermination sociale constitue l'arme la plus puissante contre la science normale et contre l'assurance positiviste, qui représente l'obstacle social le plus redoutable au progrès de la science. Marx suggérait que, de loin en loin, quelques individus parvenaient à se libérer si complètement des positions que leur sont assignées dans l'espace social qu'ils pouvaient apprendre cet espace comme une toute et transmettre leur vision à ceux qui sont encore prisonniers de la structure. En fait, la sociologie peut affirmer la transcendance par rapport aux visions communes de la représentation qu'il produit par son travail. Ils sont plus autant prétendus à cette sorte de vision absolue, capable de saisir en ordre de la totalité de données historiques, pressées à partir d'un point qui n'est ni le point de vue partiel des agents engagés dans les jeux, ni le point de vue absolu du spectateur vivant. La vision scientifique représente la totalisation le plus systématique que puisse être accomplie dans un état donné des instruments de connaissance, auprès d'une objectivation aussi complète que possible, et du données historiques et du travail de totalisation. Par là, il marque un point réel de la ligne aboutissant au focus imaginaire dont parlait Kant, ces foyers imaginaires à partir duquel se donnerait le système achevé, mais que, en tension proprement scientifique, ne peut penser que comme idéal ou idée régulatrice d'une pratique qui ne peut espérer l'approcher toujours davantage que parce qu'elle a renoncé à la prétention de l'occuper sous les champs. On revient ainsi à un point de départ, c'est-à-dire au travail sur soi que le chercheur doit accomplir pour tenter d'objectiver tout ce qui est lié à son objet et que le lecteur doit refaire pour son propre compte afin de maîtriser les participes sociales d'intérêt, plus ou moins malsains, qu'il peut prendre à ses lecteurs sous peine d'universaliser un point de vue particulier et de livrer une forme plus ou moins rationalisée de l'inconscient associé à une position dans l'espace social. Il faudra ouvrir successivement toutes les voies à l'intérieur desquelles les chercheurs et la plupart de ses lecteurs se trouveront enfermés, et d'autant plus sûrement qu'ils veulent moins le savoir, c'est-à-dire évoquer la structure du champ de pouvoir et la relation des champs universitaires considérés dans l'ensemble entretien avec lui analyseur, autant que les données empiriques les permettront, la structure du champ universitaire et la position qui occupent les différentes facultés et enfin la structure de chaque faculté et la position qui occupant les différentes disciplines, ainsi qu'on pourra laisser revenir au chapitre 3, troisième, mais profondément transformer la question qui était au principe de la recherche, sur les fondements et les formes de pouvoir dans les facultés de lettres et des sciences humaines à la vieille de 1968, que lorsque auront été mieux définies au chapitre 2, deuxième, la position de l'objet initial dans l'emboîtement des espaces cieux et de même que la position du chercheur lui-même qui participe
de ces différents espaces avec la lucidité et les nécessités associées. Aux gens dessiner la structure du champ universitaire dans son ensemble et la structure du champ des facultés des lettres et des sciences humaines qui, du fait de leur position centrale dans les champs universitaires et de leur vision même entre les humanités et les sciences de l'homme, laisser voir avec une évidence particulière les tensions nées du renforcement des sciences et des scientifiques qui habitent tous les champs universitaires et chacun des facultés. On pourra pousser à l'histoire les questions pertinentes et tenter de ressaisir les déterminants et la logique des transformations dont l'état observé de la structure représentait un moment l'accroissement de la population des étudiants et l'accroissement corrélatif de la population des enseignants ont profondément modifié les rapports de force au sein du champ universitaire et au sein de chaque faculté, notamment les rapports entre les grandes et entre la discipline elle-même inégalement touchée par les transformations des rapports hiérarchiques. Celles, en dépit de toutes les actions objectivement orchestrées, sans être intentionnellement concrètes, par lesquelles les professeurs ont essayé de sourire la défense du corps. Chapitre 4. Les changements morphologiques sont ici comme aussi dans les champs littéraires la médiation à travers laquelle l'histoire que les mécanismes de reproduction tendaient à exclure s'introduit dans les champs, espaces ouverts, contraints, contraints de puiser au dessous la ressource nécessaire à leur fonctionnement et possède de fait à devenir le lieu de la rencontre entre séries que seule indépendance qui fait l'événement, c'est-à-dire historique par excellence. Chapitre 5. Cette tentative pour esquisser une histoire structurelle de l'évolution récente du système d'enseignement pose une question, un problème d'écriture qui touche à l'usage du temps et, à travers lui, un statut épistémologique du discours. Faut-il au nom de la relative spécificité des documents et des enquêtes utilisés et de leurs limitations clairement déclarées dans l'espace et dans le temps social, s'interdire de donner un discours de généralité qui marque la présence transhistorique de l'énonciation scientifique? Cela reviendrait à reproduire les projets même de toute entreprise intellectuelle visant à s'immerger dans la singularité historique pour en dégager les invariants transhistoriques, abandonnant les privilèges de généralité intemporelle où il s'agissait eux compilateurs qui n'embarrassaient aucun autre référent historique que leur lecture ou leur expérience personnelle, à la différence du temps du discours, souvent une poisson qui, selon Benveniste, suppose un locuteur et un auditeur et chez le premier l'intention d'influencer l'autre de quelque manière. Et et tout comme l'aoriste temps historique par excellence qui, toujours selon Benveniste, objectivise l'événement et les détachant du présent et exclut toute forme linguistique autobiographique. 36. Et c'est fini. Et nous avons dans la page 50, 36 et Benveniste, problème de linguistique générale Paris, Gallimard
1966. PP 239, 242, 242, 245, 249. Et c'est fini. Et voilà, merci à tous et au revoir. À demain.